Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre émission consacrée aux commentaires de l'actualité avec Dominique Moret de Viastel est avec nous ce soir. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Jérôme Paul est bien évidemment toujours fidèle. Bonsoir Jérôme. Et puis notre invité en ces temps de fête pascale qui approche, nous recevons le père Christophe Boquet-Champ. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous exercez votre ministère dans la vallée du Prunel, au sud d'Ajaccio. Alors nous évoquerons avec vous bien sûr ces fêtes pascales dans des conditions que l'on sait, mais avant cela, juste une précision. La semaine dernière, nous recevions Frédéric Joseph Bianchi de l'association Terra Eretz Corsica Israël, dont les propos ont suscité des réactions, dont une tribune libre d'un membre de l'association Corsica Palestine, à qui nous l'a envoyé Serge Gore, et qui est également membre du Parti communiste. Il rappelle la situation dans les territoires de Cisjordanie, le sort des prisonniers palestiniens, et relève que la Cour pénale internationale a demandé une enquête pour crimes de guerre depuis 2014 dans ces territoires. Il conclut son propos en réaffirmant son soutien à un processus de paix incluant les droits du peuple palestinien. Ces précisions étant données, venons-en à l'actualité de la semaine avec le début assez timide de la campagne pour les élections territoriales dont on ne sait toujours pas aujourd'hui si elles auront vraiment lieu en juin. Alors vendredi dernier, c'était à Mank-Insem qui tenait une conférence de presse à Ajaccio pour lancer un appel à l'union des forces de gauche afin d'élaborer une charte en prévision du scrutin. Et puis samedi, c'était à Riez, au fin fond du Cruz, que Laurent Marcangeli lui présentait officiellement sa candidature, entouré des caciques de la droite, pour la plupart du sud de l'île. Il a souhaité le rassemblement de sa famille et plus largement de la Corse autour d'un projet. On l'écoute. On ne peut pas, on ne doit pas, lorsqu'on préside aux destinées de la Corse, n'être que l'homme d'un seul camp, d'un seul clan. Et la Corse, elle ne se construit pas à coups de bras de fer et à coups de dialogue de sourds. Elle se construit par le travail et par le dialogue avec celles et ceux qui concourent à son développement. Alors, Dominique Moret, Laurent Marcangeli a lancé sa campagne dans le rural profond, dans son village de Riez. C'est une façon de montrer qu'il n'est pas uniquement ajaccien, mais ce qu'il aurait pas dû choisir à ce moment-là plutôt Corté. Alors beaucoup le font effectivement. Bon, là, moi j'y étais. Le propos consistait à dire que finalement, l'histoire personnelle correspond à l'histoire de beaucoup de monde en Corse, où on a les grands-parents qui vivent au village et puis qui sont contraints d'aller vivre à Ajaccio, et puis qui à un moment donné, voilà, ils remontent à l'occasion. Donc ce qui a voulu être mis en avant, c'est effectivement une histoire personnelle qui peut faire écho à des situations qu'on connaît en Corse. Bon, effectivement, il y avait ça c'était un petit peu loin. Le Covid faisait qu'on ne pouvait pas non plus recevoir beaucoup de monde. Donc voilà, ça donne un début de campagne un petit peu étrange, à la fois loin des centres urbains où sont les populations qui votent. Et puis, on ne sait pas si les élections auront lieu en plus. Les 17 et les 13 et 20 juin, comme cela est annoncé. Bon, il y a déjà eu une première annonce de Laurent Marcangeli, c'était dès le mois de septembre, pour dire qu'il partirait très probablement. Donc c'est un secret de polichinelle. Mais en septembre, les élections devaient avoir lieu en mars. Maintenant, il y a une déclaration de candidature pour juin, et puis peut-être qu'elles auront lieu en septembre, voire plus tard. Je précise, il y a un sondage du Figaro vendredi qui montre que 71% des gens interrogés seraient d'accord avec un report des élections. Alors on commence à entendre cette musique qui est de plus en plus persistante. Ouais. Jérôme. Le truc, c'est que ça ne va pas passionner les foules, cette histoire de régional. Les gens sont vraiment préoccupés par les situations sanitaires. Ça va s'accentuer là dans les jours et les semaines qui viennent. Le risque, c'est qu'il y ait une très très forte abstention. Donc après, ça pose la problématique de la légitimité pour exercer le pouvoir. Alors, Laurent Marcangeli, j'ai un avantage dans cette campagne, c'est qu'il est un 9-9 au plan territorial. C'est la première fois qu'il aborde la scène régionale. En revanche, il a quand même un sérieux handicap pour une élection de ce type, qui concerne l'ensemble de la Corse, c'est qu'il représente essentiellement Ajaccio. C'était manifeste quand même samedi dernier. Oui, alors peut-être que certains de Haute-Corse ne sont pas venus parce que Riez, c'est assez loin, et puis c'était juste une déclaration de candidature. Mais effectivement, bon, voilà, dans le Grand Bastia, on n'a pas l'impression aujourd'hui que le candidat apporte la preuve de beaucoup de soutien. Avec Anne-Marie Natali et Jean-Dominique à Borgo, c'était un petit peu compliqué. En revanche, avec Ange Santini, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Il y a un appel du pied qui est lancé, plus qu'un appel du pied. Hein. Il y a carrément une cour qui est faite un petit peu
à Francis Dulch, le maire de Ghisonach, qui n'a pas encore donné sa réponse, savoir s'il sera troisième ou pas. Alors c'est quelqu'un qui, dans le territoire du Fumobo, compte. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est. Alors au-delà de l'aspect territorial, je dirais, il y a l'aspect aussi politique de la famille de droite. On a vu les piliers de la droite historique, il y avait José Ross, il y avait Camille de Roccazer, mais on a l'impression que ça ne va pas au-delà des deux groupes de l'opposition de droite actuelle. Il n'y a pas un énorme renouvellement, mais parce que le renouvellement dans la classe politique, il n'y en a pas beaucoup à droite. Mais vous disiez tout à l'heure, Ajaccio a un handicap, pas forcément, parce que c'est aussi un réservoir de voix. Et La CAPA, c'est un gros réservoir de voix d'une part, et puis deuxièmement, il va y avoir une liste, donc ça va compléter des territoires. Il y a certaines têtes de liste qui vont se présenter, je pense notamment au maire de Bonifacio. La commune de Bonifacio, ça reste un petit territoire avec pas beaucoup de voix, donc c'est pas forcément un inconvénient de représenter Ajaccio. Ce qui est évident, c'est que Laurent Marcangeli a réussi le tour de force de rassembler la droite. Habituellement, il y avait une stratégie de deux listes qui souvent a conduit la droite dans l'impasse. Cette fois, il y a une stratégie de liste unique avec un leader qui est jeune, il a 40 ans, Laurent Marcangeli. Bon, voilà, ça peut quand même vouloir dire quelque chose. Précédemment, les deux rassemblés avaient totalisé, je crois, 27,5% des voix. On peut imaginer cette fois un bonus. Et si Laurent Marcangeli veut l'emporter, il faut effectivement qu'il y ait ce bonus. Sinon, 27,5%, c'est un petit peu compliqué. Alors il y a un discours assez consensuel quand même, on l'a entendu l'autre jour. Et puis il bénéficie d'un soutien assez clair de l'État. Ses adversaires d'ailleurs ne se privent pas de le dire. Ça peut l'aider ou ça peut le défavoriser ? C'est pas l'État qui vote, hein. Je veux dire, donc qu'il y ait un soutien de l'État, notamment des financements pour une commune. C'est surtout ça. Dont acte. Lui, son positionnement, c'est de dire effectivement, on ne peut pas construire une politique en Corse en étant dans l'affrontement perpétuel. Donc c'est un angle d'attaque. Maintenant, vous avez assez raison, c'est que on ne sent pas non plus une rupture dans le discours politique qui pourrait donner envie d'une alternance. Donc c'est ça, c'est là qu'il va falloir convaincre. Dans l'État, effectivement, le préfet Pascal Lelarge est le premier à contractualiser avec Ajaccio pour un certain nombre de projets à hauteur de 160-170 millions d'euros. D'aucuns ont dit que c'était une manière de financer finalement le candidat Marcangeli. Je ne sais pas si c'est comme ça que ce sera interprété. En revanche, il a dit sur le plateau chez nous, quand il était invité le jour de sa déclaration de candidature, les préfets passent et nous on reste. C'est un petit peu quand même une manière de dire que il y a l'État, c'est un partenaire. On doit discuter avec lui, même si on n'est pas tout le temps d'accord, et puis les choses doivent avancer. Alors, je ne poserai pas de questions sur les hommes et leurs engagements, mais est-ce qu'un prêtre peut se désintéresser de la chose publique, des élections ? Pas du tout. Je crois qu'au contraire, on doit être impliqué dans la vie de la société, dans la vie civile, bien sûr sans faire de politique, sans appeler à voter pour l'un ou pour l'autre, bien entendu, hein. Mais il est important bien d'avoir un dialogue établi. D'abord, on a un très bon dialogue en Corse avec les maires, avec toutes les institutions. Et je pense que notre rôle est bien d'être à l'écoute et surtout d'aller voter aussi quand il le faut. Et être engagé, parce qu'il fut un temps quand même où il y avait des prêtres qui étaient engagés en politique. Il y en a même eu un qui était célèbre, c'était le chanoine Xavier Manouil à Bastia, qui était élu en 82 sur la liste de Jean Bajon, qui a siégé à la première assemblée régionale, je crois. Et même dans les années 2000, il était encore maire de son village à Piezzoli, dans l'Orezza. Mais aujourd'hui, ça ne se voit plus. Parce que le droit de l'Église a changé et le prêtre ne peut plus faire de politique et ne peut plus être élu comme maire ou comme conseiller. C'est interdit. C'est formellement interdit. C'est le cumul des mandats. C'est le cumul des mandats. On ne peut pas tout faire. Pour rebondir, la question s'était posée avec Antoine Perret, le maire d'Atilone. Donc il était diacre et maire. Tout à fait. Et durant son diaconat, il est devenu prêtre. Et puis finalement, effectivement, l'Église lui a recommandé de ne pas trop en parler. Nous, on était monté faire un reportage. Il n'avait pas trop voulu parler là-dessus parce que c'était pas son rôle de mélanger les deux. Alors que la loi, elle le permet, mais la loi de l'Église est un peu moins tolérante en la matière. Le Seigneur de Jamais lui avait demandé de terminer le mandat qu'il avait et puis ensuite de ne pas le renouveler. Et c'est quelque chose que vous regrettez ou pas ? Parce que finalement, non, pas du tout. Vous pouvez d'avoir des prêtres dans une représentation politique, ça peut avoir du sens. Oui, mais c'est un danger parce que nous, on est ouvert à tous, donc on doit avoir un dialogue avec tous. Et on ne peut pas, à un moment donné, être qualifié ou de droite ou de gauche ou de nationaliste, mais on doit vraiment avoir une ouverture pour tout le monde.
puis les voix des urnes sont souvent plus impénétrables que celles du Seigneur. Ah, hein. certainement. Allez, deuxième sujet d'actualité, Pâques et ses festivités, c'est dans 9 jours, mais auparavant, ce dimanche, il y a les rameaux dans les rassemblements de fidèles dans le contexte que l'on sait risque d'être un peu problématique. Alors à ce propos, la semaine passée, il y a eu la Madoulouche à Ajaccio qui s'est déroulée à minima, une messe où il fallait s'inscrire. Pas de procession dans les rues de la ville comme l'an passé. En revanche, à Bastia, la confrérie a organisé une procession arguant du fait que c'était une tradition à respecter. Le préfet de Haute-Corse était furieux, mais il n'a rien pu faire, juste signaler les faits au procureur. Ils ont eu tort ou raison, les confrères bastiais? Alors, là aussi, il ne faut pas être tranché. Et je dirais qu'on est dans une situation un peu de cocotte-minute avec toutes ces réglementations. Et ça fait la deuxième année aujourd'hui que les chrétiens ne peuvent pas exprimer leur foi comme en Corse, particulièrement à travers les nombreuses processions qui drainent des dizaines de milliers de personnes chaque année, que ce soit Saint-Joseph, la Madoulouche, que ce soit les chemins de croix, etc. Et bon, je crois qu'il y a un petit ras-le-bol, ça c'est sûr. Mais ensuite, il faut reconnaître que le préfet de Bastia les avait reçus, comme d'ailleurs le préfet d'Ajaccio avait reçu l'administrateur Jean-Yves Coerol, pour bien préparer ces fêtes, etc. Et ils s'étaient mis d'accord, voilà, sur la messe, l'accord de remplir plus l'église que la norme. Et puis ensuite, bon, eh bien, il y a eu ce choix qui a été fait, mais bon, l'administrateur n'a pas donné sa bénédiction pour cette procession de Bastia. Puisque lui, il a fait la messe. Et à l'issue de la messe, il a bien dit qu'il ne pouvait pas y avoir de procession. Oui, parce que c'est pas un peu ridicule d'interdire les processions avec 50 personnes en plein air, alors que des processions, il y en a 2 fois par jour dans les couloirs du métro parisien, où les gens sont dans un espace confiné. Oui, ou même dans les supermarchés. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on doit être quand même respectueux des règles et des paroles que l'on donne. Et je crois que même si ça nous coûte, et moi je me mets à la place des confrères de Bastia, comme dans les autres confréries de Corse, qui bougent un peu, parce que la Semaine Sainte va être particulière aussi, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait aimé faire, mais il faut quand même on est citoyen, et là aussi, si on est citoyen, bien on doit respecter les règles qui nous sont données. Alors dimanche, c'est les rameaux, comment ça va se passer? Il n'y a pas de bénédiction des rameaux, les fidèles ne vont pas pouvoir venir? Tout à fait. Oui, non, les rameaux vont se faire. Les rameaux vont se faire. Seulement, il n'y aura pas de présence sur les parvis, puisque bien, on ne peut pas réunir plus de 6, c'est la règle. Donc, on demande aux chrétiens d'être dans l'église, de rester à leur place, et on bénira les rameaux à l'intérieur des églises. Voilà. Et est-ce que vous allez aussi utiliser les nouvelles technologies, comme ça a été fait? On a vu à Bastia, par exemple, un prêtre qui avait fait une messe quasi numérique. Est-ce que justement, les outils numériques peuvent être utiles dans ce genre de situation? Tout à fait. Et on a rebondi très vite, justement, au premier confinement. Donc, alors moi, j'étais la première église de Corse, le premier secteur à fermer, puisqu'on a eu les premiers cas donc, sur la rive sud d'Ajaccio, et ma communauté a été impactée la première. Donc, j'avais pris la décision, avant même le confinement, de dire, bon, restez à la maison, ou sinon, on ne va pas contaminer tout le monde, ce n'est pas possible. Et il a fallu répondre après, dans un suivi des hommes et des femmes que l'on a sous notre responsabilité au niveau de la foi, et les réseaux sociaux nous ont aidés. On a fait des messes donc, qui ont été très suivies. Le diocèse a pu aussi embrayer avec Monseigneur de Germay à l'époque, avec l'administrateur, etc., sur des messes avec l'évêché. Et après, ils ont bougé sur l'ensemble aussi du territoire pour montrer bien voilà ce qui se vivait, que la foi ne s'arrêtait pas. Si on nous interdisait dans les églises prier, eh bien on continuait à prier avec les gens. Alors, justement, la foi ne s'arrête pas, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour la religion? On sait qu'il y a un réel mal-être, il y a une crise réelle, et puis il y a une crise aussi un petit peu supposée, parce que quand on est confiné chez soi, eh bien, on peut imaginer qu'il y a des angoisses qui surgissent, les gens qui ne sont pas allés travailler. On a vu, c'était l'an dernier, mais on a vu des cercueils sortir d'EHPAD, on a vu des pays entiers mis sous cloche. Est-ce que cette angoisse-là, vous la ressentez, vous? Est-ce qu'il y a déjà chez vos paroissiens habituels, ou est-ce qu'il y a également d'autres personnes qui, du fait de cette situation, se tournent vers vous, vers Dieu peut-être? Juste, je précise la question, Dominique. Est-ce que vous donnez une réponse à ces questionnements? Est-ce qu'il y a une réponse d'ailleurs? Alors, le virus ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui nous envoie le virus parce que nous sommes méchants. Hein. Donc il faut bien s'entendre sur ça. Donc déjà, il y a une question. Il n'y a pas
il n'y a pas de réponse. C'est comme ça. Il faut maintenant qu'on vive avec ça et qu'on avance. On ne peut pas rester sous cloche et puis ne pas avoir une porte de sortie ou d'espérance. Donc la foi et cette espérance, c'est certain que l'on propose aux hommes et aux femmes de notre temps. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'avaient pas l'habitude de venir à l'église, qui sont venues. D'autres, par crainte du virus, viennent moins. Ça aussi, moi, sur ma communauté, la communauté de la Rive-Sud a perdu, on était à 30%, là, 20% sont revenus. Donc on est à 10% de pertes. C'est-à-dire 10% de pertes. Quand il y avait 100 personnes, il y en a plus de 90 aujourd'hui qui viennent. C'est ça C'est ça, tout à fait. Mais vous parlez de pertes, ça me fait... j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est... perte, ça veut dire moins de recettes aussi. Enfin, moins de gens, moins de recettes. Moi, je dis perte dans le sens... Non, mais j'ai bien compris oui. que c'était pas dans ce sens-là que vous le disiez, mais c'est un vrai questionnement. Tout à fait. En fait, l'État aide beaucoup d'entreprises, des associations, les festivals, le monde de la culture. Est-ce qu'il y a des dispositifs, justement, Pas pour du vous tout. Parce qu'il y a aussi un problème économique à un moment donné. Tout à fait. Les paroisses ont perdu 50% voilà. au niveau de leurs recettes, au niveau des ventes de cierges ou encore de quêtes. Donc c'est sûr que pour une paroisse, c'est beaucoup. Est-ce que le denier du culte, du coup, a connu un regain? Parce qu'on peut imaginer qu'on peut participer au denier du culte sans aller à l'église. En revanche, effectivement, un cierge, on ne peut pas l'acheter à distance. Tout à fait. Il y en a une hausse. On a eu une hausse du denier du culte l'année dernière. Tout à fait. Donc les gens ont quand même compris qu'il fallait aider l'Église aussi. Je reviens sur le questionnement des paroissiens par rapport à cette crise, les conséquences psychologiques que ça implique. Il y a beaucoup de suicides en Corse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils viennent vous demander et quelle réponse vous pouvez leur apporter surtout? Je crois qu'on est là d'abord pour être à l'écoute. Voilà. Parce que on ne peut pas apporter toutes les réponses parce qu'on n'a pas des réponses toutes faites. Sinon, je ne suis pas le grand marabout, voilà, qui ferait je ne sais quoi pour rectifier le tir. Non, mais on est là déjà pour les écouter, pour leur apporter notre soutien et le soutien moral, la parole donnée à ces personnes eh bien, est plus importante des fois que c'est une façon de rompre peut-être un certain isolement aussi. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, ce qui était marquant, c'était des gens qui restaient chez eux, des personnes âgées aussi, des jeunes. Bon, quand on voit que, j'entendais la dernière fois, qu'on avait une hausse de 80% des suivis psychologiques mais pour les enfants et les jeunes, c'est énorme. Donc, les jeunes, ils viennent chez vous, justement. Il y a des jeunes qui vont à l'église. On a un petit peu cette image, quand même, d'un pratiquant un peu vieillissant en Corse, peut-être ailleurs aussi, mais en Corse notamment. Alors, peut-être que la pratique, elle est vieillissante, mais il y a un retour avec des demandes qui sont des adultes qui demandent à recevoir le baptême, avoir des formations, avoir un suivi de découverte religieuse, ou même des chrétiens qui ont été baptisés, mais qui n'ont pas tout suivi et qui demandent à redécouvrir leur foi. Oui, donc on a ces demandes-là qui font que l'Église vide de cette espérance aussi. Tout n'est pas mort, nous vivons. On va parler dans un instant du vaccin, mais dans l'histoire, parfois, la science et la religion n'ont pas fait bon ménage, même si l'Église a évidemment contribué au développement du savoir en créant des écoles, des universités, des fondations. Mais quand même, dans le catéchisme, qui est paru, je crois, en 92, de l'Église catholique, elle affirme quand même que la foi est au-dessus de la raison. Oui, la foi est au-dessus de la raison, mais la foi éclaire la raison. Parce que des fois, mais c'est en complémentarité, je dirais. Il ne peut pas avoir que d'un côté la foi ou que d'un côté la raison. C'est comme dans la conception que l'on a, il ne peut pas avoir pour l'homme que la chair ou que l'esprit. L'homme, pour nous, il est fait de chair et d'esprit. Et de même, dans notre compréhension, eh bien, nous sommes à la fois avec la raison, parce qu'il nous faut être éclairés par la science, etc. Mais nous aussi, eh bien, en tant que croyants, on est éclairés par la foi que nous avons. Aujourd'hui, le vaccin est là. On a vu que l'Église, elle encourage sans restriction aucune la sans vaccination. Restriction aucune. Le pape François l'a souligné. Il faut justement que l'on puisse se faire vacciner pour qu'il y ait vraiment une barrière
qu'on puisse faire une barrière contre ce Covid et qu'on puisse se sortir vite fait des affaires, c'est sûr. Parce qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, l'Église catholique de la Nouvelle-Orléans qui refuse le vaccin Johnson & Johnson au prétexte qu'il serait immoral parce qu'il utiliserait des éléments de cellules fœtales issus de l'avortement. L'Église catholique de Louisiane. Alors, je n'ai pas lu, cet article. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aujourd'hui avoir un discours clair. On doit prendre les moyens qui nous sont donnés par la science aujourd'hui pour se sortir de ce contexte. Voilà. Mais si vous permettez, ce discours, il est intéressant parce que ce discours-là, par exemple pour le sida, vous ne l'avez pas eu forcément. Alors, le pape Jean-Paul II, l'avait dit en Afrique, mais ça n'a pas été répercuté dans les médias. Il disait que si la situation ne permettait pas de mettre en place un système de famille avec un homme, une femme qui puisse être respectueux, voilà. Alors, mais si des personnes étaient à risque, c'est-à-dire qu'ils avaient une vie qui allait à droite à gauche, on va dire, hein, il fallait qu'ils se protègent pour pas qu'ils soient atteints par le sida. D'accord. C'est une question de mort derrière. Oui, bien sûr. Là, bon, effectivement, on parlait tout à l'heure de la Madonnouche. À l'origine, on dit que la Vierge a sauvé Ajaccio de la peste, et c'est pour cette raison qu'elle est notamment célébrée. Et pour autant, donc c'était en pleine période d'épidémie, la précédente fois, le parallèle n'a pas été fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle... On n'aborde plus les choses de la même façon. Est-ce que ça suppose que la manière dont on présente les choses pour la Madonnouche s'est vue un petit peu aujourd'hui comme une forme de superstition, et qu'aujourd'hui on ne dirait pas qu'un saint a pu préserver une communauté entière d'une épidémie? Est-ce qu'il y a un grand changement dans cette façon d'appréhender ces choses-là? Je ne pense pas, parce que nous avons quand même un rapport au saint en Corse qui est important et qui est se confier à un saint, confier une famille à un saint, confier une région à un saint, confier une paroisse, ça a encore de l'importance. C'est encore de l'importance. Et c'est pas parce qu'on se confie à un saint qu'on va pas avoir quelque chose. Non, mais on va mettre notre confiance dans ce que le saint a annoncé. Donc cette vie de conversion et cette espérance que l'on a au Christ ressuscité qui nous appelle à aller plus loin. Voilà. Alors, on termine par une note plus locale, mais importante quand même. C'est cette fameuse église qui devait être bâtie à Portici. Alors, où en est-elle? La première pierre devait être déposée au mois de décembre. Où en est-on? Alors, l'église de Portici va voir le jour. Alors, malheureusement, on a eu le contexte du Covid qui nous a bloqués par rapport au fonds. Certaines entreprises qui nous aident et qui devaient financer une partie de l'église, vu le contexte, ne peuvent pas le faire actuellement. Donc nous avons été obligés de reporter la pose de la première pierre, mais ça va se faire, il n'y a pas de problème. Alors, dernier sujet de la semaine, cette mobilisation lycéenne. Jeudi, en faveur de la langue corse, les élèves protestaient contre la politique menée par le ministère de l'Éducation. Ils dénoncent le recul en matière d'enseignement du corse. Alors, il y a eu l'affaire du CAPES, sur laquelle le ministre est revenu. En fait, il s'agissait d'une erreur qui concernait l'ensemble des CAPES, mais il y a d'autres sérieux problèmes dans l'enseignement et les filières bilingues. Des enseignants qui ne sont pas remplacés, des filières qui sont tronquées, sans parler bien sûr de la réforme du bac qui a eu pour effet de faire chuter le nombre d'élèves en Corse dans le secondaire. C'est un recul au plan de l'enseignement et une réactivation de la revendication, Jérôme? J'allais dire, le problème de la gestion des professeurs en langue corse, c'est presque le problème global de l'éducation nationale. Ils ont du mal à remplacer des professeurs de français, des professeurs de mathématiques et aussi des professeurs de langue corse. La chose qu'on peut dire, c'est que quand même, l'école, aujourd'hui, est un vecteur prioritaire pour relancer la langue corse et qu'il faut avoir toute l'attention. On croyait le problème réglé depuis des années, visiblement, non, ça recommence. Non, mais en fait, c'est l'éternel recommencement. Et puis, il y a une réforme nationale qui est celle du bac et qui a un petit peu sacrifié. Qui a eu des conséquences. Qui a eu des conséquences importantes parce que l'importance de la langue corse dans les coefficients a baissé. Et donc, il y a un intérêt peut-être qui est moindre. Et, alors, est-ce que c'est voulu par les instances nationales? D'aucuns peuvent le supposer, d'autres peut-être seraient plus neutres, je ne sais pas. En tout cas, ça réactive
des lycéens. Et puis, ça s'inscrit aussi dans un contexte préélectoral. Et c'est une agitation qui participe quelque part aussi du débat qui devrait intervenir prochainement. Vous pensez que ça peut relancer encore sur ce thème alors que c'était plutôt consensuel relancer, je ne sais pas, années. c'est peut-être ponctuel. Je ne sais pas s'il y aura des manifestations. Je ne sais pas si ça pourrait être le catalyseur de quelque chose qui semble être attendu par le mouvement nationaliste pour relancer les gens dans la rue. Ça, je ne sais pas. Et puis le contexte peut-être s'y prête pas beaucoup, le contexte sanitaire notamment. Eh bien, ce sera sur ces mots que nous conclurons notre émission. Aringrazia o Jopri d'aveci Bartigibad, aringrazia anche voi, o misfridente Jerome e o predini Dominique, riviste compia Beruglie, ci ritroviamo a settimana di bene, buonasera a tutti.